La pluie commença avant la nuit, comme si le ciel avait décidé que la journée avait assez duré. D'abord fine, presque timide, de celle qui vous trempe sans prévenir, puis épaisse, lourde, comme si quelqu'un avait déchiré les nuages à pleine main. Eliana entendit le bruit sur le toit en tôle et sut que la nuit serait longue. Les fuites connaissaient déjà leur chemin, l'une dans un coin de la cuisine, une autre près de la porte de la chambre, et la troisième, la plus tenace, en plein milieu du salon, là où elle avait posé une bassine en aluminium cabossé, qui émettait un triste son à chaque goutte d'eau. Elle vivait seule depuis l'âge de 17 ans. À 23 ans, son corps portait déjà le poids d'une femme 2 fois plus âgée, un poids invisible. Eliana était mince, avec des mains délicates et des yeux disproportionnés par rapport à son petit visage. Ses cheveux noirs étaient toujours relevés en un chignon lâche, quelques mèches s'échappant et retombant sur son front comme pour dissimuler quelque chose. Peut-être. Elle n'en parlait jamais. La maison se trouvait au bout d'un chemin de terre, à l'intérieur des terres du Guayas, après un virage que personne n'empruntait sans raison. Il n'y avait aucun voisin aux alentours. L'endroit le plus proche était la station-service de Seo Geraldo, à environ 4 km. Et au-delà, le petit village de San Roque, avec ses maisons à la peinture écaillée et son église dont la cloche sonnait à 6 heures de l'après-midi, comme si quelqu'un attendait encore Dieu dans ce lieu oublié. Eliana travaillait à l'épicerie de Dona Cida, du lundi au samedi. Elle portait des cartons, rangeait les rayons, balayait le sol et servait les clients au comptoir. Elle était mal payée. Elle recevait moins que ce qu'elle méritait, mais elle ne se plaignait jamais, car elle avait vite compris que, pour quelqu'un comme elle, se plaindre revenait à demander son renvoi. Dona Cida aimait à dire qu'elle lui faisait une faveur en l'employant. Elle le disait devant les clients, comme si elle tendait une pièce à un mendiant en espérant des applaudissements. Eliana écoutait, baissait les yeux et continuait de travailler. Son silence n'était pas de la soumission, c'était de la survie. Ce soir-là, sous la pluie, elle était assise à la table de la cuisine, une assiette de riz et de haricots et un verre d'eau à la main. La vieille télévision était allumée, mais sans son. Elle aimait la lumière bleutée que l'écran projetait sur les murs, comme si quelqu'un était là. Elle mangeait lentement, non pas pour savourer son repas, mais par habitude. Ceux qui mangent seuls ne sont pas pressés. La solitude apprend à savourer le temps autant que la nourriture. C'est alors qu'il a entendu frapper à la porte. 3 coups secs, espacés et fermes. Ce n'était ni le vent, ni un animal. Quelqu'un était dehors, en pleine tempête, en train de frapper à la porte de la maison la plus isolée de la région. Eliana se leva lentement. Son cœur battait la chamade, mais son corps bougeait calmement, comme quelqu'un qui a appris à ne pas laisser paraître sa peur. Elle prit le couteau de cuisine et le cacha derrière son dos. Elle ouvrit la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il y avait 2 hommes. L'un, plus âgé, les cheveux grisonnants et le visage marqué par le soleil, était appuyé sur l'épaule de l'autre, plus jeune. Ce dernier portait un chapeau de cuir noirci par la pluie, une chemise à carreaux trempés et des bottes couvertes de boue. Son visage était partiellement dissimulé par le bord de son chapeau, mais Eliana aperçut ses yeux, clairs, fatigués, empreints d'une douleur qui semblait dépasser le simple cadre physique. « Mademoiselle !» dit l'homme âgé d'une voix rauque et faible. « La voiture est tombée en panne sur la route. Mon fils est blessé. Nous avons juste besoin d'un endroit pour attendre que la pluie cesse. » Eliana les observa tous les deux. La pluie fouettait impitoyablement leur dos. Le plus jeune tenait à peine debout. Du sang mêlé d'eau coulait d'une coupure sur son front. Leurs regards se croisèrent un instant, et dans cet instant, elle reconnut quelque chose. Elle ne parvenait pas à le définir. Peut-être était-ce la lassitude de quelqu'un qui a trop souvent demandé de l'aide et qui n'espère plus en recevoir. Elle ouvrit la porte. Il n'a pas dit « Entrez ». Il n'a rien dit du tout. Il s'est contenté de faire de la place et de désigner la chaise près de la table. L'homme plus âgé l'a remercié d'un signe de tête. Le plus jeune est entré en boitant, sans regarder autour de lui, comme si regarder était un luxe qu'il ne pouvait se permettre à cet instant. Eliana fit chauffer de l'eau sur le poêle à bois. Elle prit le linge le plus propre qu'elle possédait et l'apporta au jeune homme. Il était assis, les coudes posés sur les genoux, la tête baissée. Lorsqu'elle s'approcha, il leva les yeux. De près, son visage révélait plus qu'il ne l'aurait sans doute souhaité. Une vieille cicatrice au menton, de grandes mains rugueuses, calleuses, témoin d'un dur labeur, et ses yeux verts, profonds, empreints d'une tristesse qui semblait y avoir toujours résidé. « Je peux la nettoyer ?» demanda-t-elle en montrant la coupure. Il hocha la tête. Il ne dit rien. Elle nettoya la plaie avec précaution. Sa main était ferme et délicate à la fois, comme si elle savait que cet homme n'était pas qu'un corps blessé. C'était quelqu'un qui, peut-être, n'était pas habitué à une telle douceur. Il ferma les yeux tandis qu'elle passait le linge chaud sur son front. Non pas de douleur, mais de soulagement. L'homme plus âgé se présenta comme Antonio. Le plus jeune, dit-il, était Davy, son fils. Ils revenaient d'une foire aux bestiaux dans le nord de l'État. «
La voiture dérapa sur la route mouillée, percuta une clôture et dévala le talus. Davy se cogna la tête contre le volant. Antonio n'était pas blessé, mais il était faible. Son corps ne répondait plus comme avant. Eliana écouta tout en silence. Puis elle offrit ce qu'elle avait, du riz, des haricots, du café. Il ne s'excusa pas de cette simplicité. Il n'avait pas honte de la maison. Il servit le repas avec les mains qui servaient Doña Sida chaque jour. Mais là, dans cette cuisine, ces mêmes mains revêtaient une autre dignité. Antonio mangea avec gratitude. Davy toucha à peine à son assiette. Il fixait le lavabo au milieu de la pièce, comme s'il tentait de déchiffrer le bruit des gouttes. Eliana remarqua qu'il n'était pas du genre à parler. Mais son silence était différent du sien. Le sien était protecteur. Le sien semblait empreint de deuil. Elle rangea la chambre pour eux deux. Elle mit des draps propres sur le lit et installa un matelas par terre dans le salon. Antonio la remercia, les larmes aux yeux. Davy la remercia d'un hochement de tête à peine perceptible, comme si sa gentillesse le gênait. Au petit matin, Eliana fut réveillée par des bruits de pas. Davy était sur le perron, assis sur les marches, observant la pluie qui commençait déjà à se calmer. Elle s'approcha silencieusement et resta sur le seuil, hésitant à parler ou à rentrer. Il le remarqua. Sans se retourner, il dit « Désolé de vous avoir réveillé. »« Il ne s'est pas réveillé, » mentit-elle. « Je ne dormais pas non plus. » Le silence se fit. La fine pluie dessinait des rideaux translucides dans l'obscurité. Une grenouille coassa près du ruisseau. L'odeur de terre mouillée était si forte qu'on aurait dit que le monde entier avait été emporté par les flots. « Votre maison est magnifique, » dit-il au bout d'un moment. Elle a failli rire, presque. La maison avait des fuites, des murs tachés, une porte qui fermait mal. Mais elle avait compris ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas la maison qui comptait, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. « J'aime bien ici, » répondit-elle. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. » Il tourna la tête vers elle. Dans la pénombre, son visage paraissait plus jeune, ou peut-être plus authentique. Dépourvu de la dureté qu'il affichait le jour, c'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Elle sentit quelque chose s'agiter en elle. Ce n'était pas de l'attirance. Pas encore. C'était de la reconnaissance. Ce sentiment rare de trouver quelqu'un qui comprend le poids que l'on porte sans avoir besoin de l'expliquer. Le lendemain matin, Antonio demanda à utiliser le téléphone. Il appela un garagiste à Saint-Roch. La voiture serait réparée sous 2 jours minimum. Antonio regarda Eliana, gênée. Elle lui répondit que ce n'était pas un problème, avec une aisance qui la surprit elle-même. Durant ces 2 jours, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas un événement isolé, mais une succession de petits moments, presque imperceptibles, qui, ensemble, ont formé quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. David a réparé la charnière de la porte, sans qu'elle le lui demande. À son retour des courses, elle a constaté que la porte fermait correctement et est restée là, à regarder, comme si c'était la première fois que quelqu'un faisait quelque chose pour elle sans rien attendre en retour. Il coupa du bois. Il l'empila dans un coin de la cuisine. Il nettoya la gouttière, obstruée par des feuilles. La fuite au milieu de la pièce, c'est ça. Eliana retira le lavabo en aluminium et fixa le sol sec d'un air indéchiffrable pour Davy, mais qui, s'il l'avait su, aurait sans doute révélé le visage de quelqu'un peu blasé. Il était également silencieux le jour. Il travaillait avec son corps, l'esprit ailleurs. Mais la nuit, quand Antonio dormait, il retournait sur le balcon. Eliana l'accompagnait, comme s'ils avaient conclu un accord tacite. C'était là qu'ils pouvaient être eux-mêmes. La deuxième nuit, il lui a tout avoué. Pas tout, mais suffisamment. Il raconta que sa mère était décédée quand il avait 12 ans, que son père ne s'en était jamais remis, qu'il avait quitté l'école pour aider à la ferme et que, depuis, sa vie se résumait à se réveiller, travailler, dormir et se réveiller à nouveau. Il raconta avoir eu une fiancée, une citadine qui trouvait charmant de sortir avec un cow-boy, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'un vrai cow-boy sent la sueur et le bétail, qu'il rentre à la maison avec un mal de dos et rien d'intéressant à raconter. Elle est partie un dimanche matin. Elle a laissé la bague sur la table de la cuisine, à côté d'un mot qui disait simplement « Je suis désolé, mais je mérite mieux ». Il dit cela en regardant ses propres mains. Eliana ressentit chaque mot comme une pierre tombant dans un puits profond. « Elle ne méritait pas mieux », dit Eliana d'une voix si basse qu'elle se perdait presque dans le chant des grillons. « Elle méritait autre chose, mais mieux, c'est une autre histoire. » David la regarda. Il s'attarda. Il avait l'air de la voir pour la première fois, même s'il l'avait déjà croisée. Et dans ce regard se cachait une question qu'il ne posa pas, mais qu'Eliana perçut. « Oui, moi aussi je l'ai entendu, » dit-elle, sous différentes formes, mais c'était toujours la même chose, que je n'étais pas assez bien, que j'étais trop petite. Ma mère m'a laissée chez une tante quand j'avais 7 ans. Elle a dit qu'elle reviendrait, elle n'est jamais revenue.
Ma tante m'a élevé jusqu'à mes 17 ans, âge auquel elle m'a dit que j'étais assez grande pour me débrouiller seule. Donatida m'a causé des ennuis. Les gens de la ville m'évitaient. J'ai appris à vivre avec peu de choses. Pas par choix, par manque d'alternative. Elle ne pleurait pas en parlant, mais sa voix tremblait sur un seul mot. Retour! Et ce tremblement en disait plus que toutes les larmes possibles. David ne la toucha pas. Il ne lui dit pas que tout irait bien, il ne proposa ni solution, ni parole réconfortante, il resta simplement là, présent. Et cette présence silencieuse fut le geste le plus sincère qu'on ait jamais offert à Eliana. Le 3e jour, le garagiste appela. La voiture était prête. Antonio se prépara à la hâte. Sa maison, ses habitudes, ses animaux lui manquaient. David, lui, se prépara lentement. Il mit son chapeau et resta debout dans le salon, observant les lieux comme s'il essayait de les mémoriser. Quand Eliana sortit de la cuisine avec un paquet de pain et de fromage pour le voyage, il lui tournait le dos, passant la main sur l'encadrement de la porte qu'il avait lui-même réparée. « Merci », dit Antonio en lui prenant les mains dans les siennes. « Ma fille, tu as un cœur que ce monde ne mérite pas. » Eliana sourit. Son sourire était rare et donc magnifique, comme une fleur qui s'épanouit en terre aride. David s'approcha. Il ôta son chapeau. Sans son chapeau, il semblait vulnérable, plus petit, plus humain. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, » commença-t-il. « Je sais me débrouiller, » répondit-elle, trop vite. Non par impolitesse, mais par habitude, pour se protéger. Il hocha la tête, il remit son chapeau, et il partit. Eliana resta sur le perron jusqu'à ce que la voiture disparaisse au détour du chemin. Puis elle rentra, fit la vaisselle, balaya le sol et ramassa les draps. La maison retrouva son silence habituel. Mais ce silence était différent. Avant, ce n'était que le vide. Maintenant, il y avait comme l'absence de quelque chose qui avait été là. 1 semaine passa, puis 2. La routine d'Eliana demeurait inchangée. Les courses, la maison, la solitude. Doña Sida restait fidèle à elle-même, avec ses commentaires et ses faveurs chuchotées qui, en réalité, étaient de monnaie courante. Les habitants de Saint-Roch continuèrent de la regarder comme si elle faisait partie du paysage, un élément visible sans vraiment le percevoir. Mais quelque chose avait changé en elle. C'était imperceptible, comme une graine semée qui reste enfouie sous terre, invisible, en attente. Le matin, elle se mit à se regarder dans le miroir et à s'attarder un instant de plus. Elle commença à se laisser aller parfois. Elle commença à dire non à Donacida pour des broutilles, un service supplémentaire imprévu, une faveur qui n'en était pas une. Chaque non était un minuscule séisme, presque imperceptible, mais qui fissurait les murs qu'elle avait elle-même érigés de l'intérieur. Un samedi matin, 3 semaines après la nuit pluvieuse, Eliana balayait le trottoir devant l'épicerie lorsqu'une voiture s'arrêta. C'était une camionnette noire, propre et brillante comme neuve. Un homme en sortit côté conducteur. Costume sombre, chaussures cirées, cheveux peignés. Eliana ne le reconnut pas. Elle lui jeta un coup d'œil poli et reprit son balayage. Eliana, elle leva les yeux, et alors elle vit. Sous le costume, sous les cheveux soigneusement coiffés, sous les chaussures qui n'avaient jamais foulé la boue, les mêmes yeux verts, la même cicatrice au menton, les mêmes grandes mains, désormais propres, mais toujours calleuses. David ? Il sourit, et son sourire était comme le sien, rare, et donc précieux. « Je devais te dire quelque chose, » dit-il. Donacida apparut à la porte du supermarché, les bras croisés, observant la scène d'un air scrutateur. Elle examina la voiture, le tailleur, les chaussures, et pour la première fois, son regard sur Eliana changea, comme si, soudain, cet employé invisible pouvait avoir une valeur qu'elle n'avait pas perçue. David ne se présenta pas à Donacida, il ne la regarda pas, il ne regarda qu'Eliana. « Puis-je vous inviter à prendre un café ?» Eliana regarda le balai, elle regarda Donacida, elle regarda la rue Saint-Roch, qui lui semblait toujours trop grande pour ses rêves et trop petite pour sa douleur. « Mon service se termine à 5 heures, a-t-elle dit. « J'espère. » Et il attendit. Assis dans la camionnette, la fenêtre ouverte, il resta là, sous le soleil de Guayas, sans se plaindre, sans se presser, sans impatience. Donacida sortit 2 fois pour jeter un coup d'œil. Les clients chuchotaient. Les commères, dans la rue, roulaient lentement, délibérément. Eliana travaillait toute la journée, le cœur battant à un rythme qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était ni de l'anxiété, ni de la peur. C'était de l'espoir. L'espoir de quelqu'un qui, pour la première fois, avait quelque chose à espérer. À 5 heures précises, elle ôta son tablier. Elle se lava le visage dans les toilettes du supermarché. Elle détacha ses cheveux et elle partit. David lui ouvrit la portière. Un geste simple qui, pour Eliana, fut comme si quelqu'un lui avait ouvert une porte dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Au café, en bord de route,
un endroit simple avec des tables en plastique et des nappes à carreaux, il a dit la vérité. « Mon père n'est pas qu'un simple agriculteur, » dit David, les yeux rivés sur sa tasse. « Il possède 3 fermes, 2 élevages de bétail et une exploitation de soja, la plus grande du Nord. Moi, je m'occupe de tout. Je gère, je négocie, je fais en sorte que ça marche. Le pick-up qui est tombé en panne ce soir-là, c'était l'ancien, celui que j'utilise dans les champs. Celui-ci, dit-il en désignant l'extérieur, c'est celui de la ville. » Eliana resta silencieuse. Ses mains étaient posées sur ses genoux. Son visage était indéchiffrable. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant ?»« Parce que ça n'avait pas d'importance, répondit-il. Et parce que j'avais besoin de savoir. Vous savez quoi ? Si tu étais réel. » Il s'expliqua. Il parla de sa fiancée qu'il avait quittée, des femmes apparues en apprenant l'existence de l'argent et disparues en découvrant la routine, des gens qui le traitaient différemment après avoir découvert qui il était. Il dit avoir appris à se dissimuler derrière la poussière et des vêtements simples, car c'était le seul moyen de savoir qui s'adressait réellement à lui et qui ne l'intéressait que pour ce qu'il possédait. Cette nuit-là, vous avez ouvert votre porte à 2 inconnus en pleine tempête. Vous avez soigné ma blessure, vous leur avez offert votre lit, vous avez partagé votre repas. Vous ne saviez pas qui j'étais, vous ne saviez pas ce que j'avais, et pourtant, vous m'avez traité comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Sa voix a tremblé sur la dernière phrase. Pas par faiblesse. Vraiment. Personne ne l'a jamais fait pour moi, a-t-il dit. Pas comme ça. Pas sans rien attendre en retour. Eliana sentit ses yeux brûler, mais elle ne pleura pas. Pas encore. Je n'ai rien fait de spécial, a-t-elle déclaré. J'ai fait ce que tout le monde devrait faire. Mais non, a-t-il répondu. C'est bien là le problème. Le café refroidit entre eux. Dehors, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, comme si le monde entier savait que cet instant méritait un cadre magnifique. « Je n'ai rien à vous offrir, » dit Eliana avec une franchise qui la peinait. « Ma maison a une fuite, mon salaire couvre à peine le mois, je n'ai pas terminé mes études. Ici, on me regarde comme si j'étais invisible. Vous pouvez prendre qui vous voulez. » David tendit la main par-dessus la table, ouverte, dans l'attente, sans rien exiger. « Je ne veux pas celle que je peux avoir, a-t-il dit. Je veux celle qui m'a vu quand je n'avais rien à montrer. » Eliana regarda cette main. Cette main qui avait réparé sa porte, coupé son bois de chauffage, nettoyé sa gouttière, cette main qui pouvait tout acheter, mais qui était là, ouverte, ne demandant qu'à tenir la sienne. Elle tendit lentement la main. Leurs doigts se frôlèrent. Et dans ce contact, il n'y avait aucune promesse d'une fin heureuse, aucune garantie que tout serait facile. Il n'y avait que la vérité brute et fragile de 2 êtres blessés qui avaient trouvé, l'un dans l'autre, un refuge. David revint le lendemain. Et le surlendemain. Et encore, le surlendemain. Toujours avec sa vieille camionnette, celle qu'il utilisait à la campagne, comme pour dire qu'avec elle, il n'avait besoin d'être personne d'autre que lui-même. Il apportait des choses, pas des cadeaux coûteux, mais des choses qui montraient qu'il avait été attentif. Un rouleau de moustiquaire pour réparer la fenêtre qu'elle était en train de fermer avec du fil de fer, un paquet de café du même type que celui qu'elle avait servi ce premier soir, un livre dont elle avait parlé, aperçu un jour dans la vitrine d'une papeterie à Saint-Auroch, sans imaginer que quelqu'un l'avait entendu. Eliana a d'abord résisté, non par orgueil, mais par une peur bien réelle. La peur que ce soit trop beau pour être vrai. La peur qu'il se réveille un jour et réalise qu'elle n'était que la fille de la maison en tôle, incapable de parler avec élégance ou de s'habiller avec grâce. La peur qu'il fasse comme tous les autres, promettre puis disparaître. Un soir, assise sur le balcon, toujours le balcon, le lieu où résidait la vérité, elle lui dit cela. Elle le dit sans embâge, sans filtre, sans honte. « J'ai peur que vous partiez. » Il resta silencieux un moment, puis il dit « J'ai bien peur que vous ne me laissiez pas rester. » Et de cet échange de peur, de cette vulnérabilité partagée, était né quelque chose qu'aucun des deux n'osait appeler amour, du moins pendant un temps, parce que le mot paraissait trop lourd. Ou peut-être parce qu'ils avaient tous deux appris que le véritable amour n'a pas besoin de nom, il a besoin de présence. Donna Sida fut la première à changer. Non par bonté, mais par calcul. Lorsqu'elle apprit qui était Davy, elle commença à traiter Eliana avec une fausse gentillesse, pire encore que son mépris d'antan. Elle l'appelait « ma chérie », lui offrait des congés et louait le travail qu'elle avait auparavant critiqué. Eliana s'en aperçut, et à cet instant, elle comprit que le respect que lui témoignait Donna Sida n'était qu'un leurre. Il reflétait la valeur que Davy lui accordait. Et cela la blessa plus profondément que le mépris. C'est alors qu'Eliana a démissionné, sans colère, sans discours. Elle a enlevé son tablier, l'a posé sur le comptoir et a simplement dit « Merci pour tout, Madame Sida ».
mais je vais suivre ma propre voie. » Donacida était sans voix. Non pas à cause de la démission, mais parce que, pour la première fois, Eliana la regardait dans les yeux. Et dans les yeux d'Eliana, il n'y avait ni colère, ni ressentiment, ni triomphe. Il n'y avait qu'une femme qui, enfin, se voyait telle qu'elle avait toujours été. David ne lui a pas demandé de déménager à la ferme. Il ne lui a pas demandé de changer. Il lui a seulement demandé une chose : « Laisse-moi faire partie de ta vie, telle qu'elle. » Et elle est partie. Antonio, le père, salua Eliana comme s'il la connaissait depuis toujours. Il la serra fort dans ses bras, avec cette étreinte d'un vieil homme qui a compris que la vie est trop courte pour les formalités. Il lui murmura à l'oreille, quand David n'écoutait pas : « Il est revenu de cette nuit-là transformé. Je ne sais pas ce que tu as fait, ma fille, mais tu m'as rendu mon fils. » Eliana pleura là, pour la première fois depuis des années, non pas de tristesse, pour quelque chose d'indéfinissable. Peut-être le soulagement de quelqu'un qui avait porté un fardeau seul trop longtemps et qui avait enfin trouvé quelqu'un pour lui dire « Tu peux lâcher prise ». La maison en tôle était toujours debout. Eliana ne l'avait pas abandonnée, il avait fait réparer le toit, remplacer les fenêtres et repeindre les murs. Non pas avec l'argent de David, mais avec les économies qu'il avait réalisées en commençant à travailler dans l'administration de la ferme, car il s'était découvert un don pour les chiffres, l'organisation et le sens pratique. David l'avait perçu avant elle. Il avait vu en elle ce que personne n'avait jamais pris la peine de chercher. La petite maison était devenue leur refuge lorsqu'ils aspiraient au silence. Assis sur la véranda, ils écoutèrent le chant des grillons et contemplèrent les étoiles dans l'immensité du ciel de Goiás. Nul besoin de parler. Le silence qui les unissait était devenu leur propre langage, tissé de confiance et de tout ce qu'ils s'étaient déjà dit, à l'époque où les mots étaient encore nécessaires. Des mois plus tard, lors d'un de ces moments de silence, David sortit une petite boîte de sa poche. Il ne s'agenouilla pas. Il ne fit aucun discours. Il l'ouvrit simplement et la lui montra. Une simple bague en argent ornée d'une petite pierre qui scintillait dans la pénombre du porche. « Je ne veux pas vous promettre que ce sera parfait, » a-t-il dit, « mais je vous promets que ce sera vrai. » Eliana regarda la bague. Elle la contempla. Elle regarda la maison qui n'avait plus de fuite, le chemin de terre qui résonnait désormais du bruit d'une camionnette qui revenait toujours, le ciel clair cette nuit-là, sans un seul nuage, comme si même la pluie savait qu'elle n'avait pas encore le temps de s'arrêter. Elle n'a pas dit oui avec des mots. Elle a tendu la même main qui avait ouvert la porte par une nuit d'orage à deux inconnus, la même main qui avait essuyé le sang d'un homme qu'elle ne connaissait pas, la même main qui avait tenu un balai pendant des années en rêvant de quelque chose qu'elle n'osait nommer. Il lui passa la bague au doigt. Et là, sur le perron de cette maison modeste, au bout d'une route que l'on n'empruntait pas sans raison, deux êtres que le monde avait tenté de convaincre qu'ils n'étaient pas assez bien ensemble se choisirent. Non pas parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, mais parce qu'ensemble, la vie avait enfin trouvé son juste équilibre. Comme une bassine en aluminium qui cesse de retenir les gouttes, non pas parce que la pluie a cessé, mais parce que quelqu'un était monté sur le toit et a réparé ce qui était cassé. Parfois, la nuit, quand David dormait et que la maison était silencieuse, Eliana allait sur le perron et restait là, seule, à contempler l'obscurité, non par peur, non par tristesse, avec une sorte de gratitude silencieuse qui n'a besoin ni de mots ni de prières. La gratitude de quelqu'un qui sait que la vie peut être dure, injuste et silencieuse, mais qu'enfin, par une nuit pluvieuse, elle envoie quelqu'un frapper à votre porte. Et que la seule chose à faire, c'est d'avoir le courage de l'ouvrir. Cette première nuit, elle ignorait qu'elle ouvrait la porte sur le reste de sa vie. Personne ne le sait. Chaque jour, nous ouvrons des portes sans savoir ce qui nous attend. Ce qui a fait la différence, ce n'était ni la chance, ni le destin. C'est le fait que, malgré la peur, malgré le dénuement, malgré l'invisibilité aux yeux du monde entier, Eliana a choisi la bienveillance. Elle a choisi d'ouvrir la porte. Et cette fois, la porte ne s'est pas fermée.